Bonjour et bienvenue dans ce webinaire SACEM Plus Apax Designs consacré à Sibelius 7.5. Dans ce troisième épisode d'une série de 4 webinaires, Pierre Doursou, qui est Avid Certified Instructor et professeur au Conservatoire de Paris, nous parlera des textes et de la notation dans Sibelius. À la suite de cette présentation, Pierre répondra aux questions que vous aurez posées tout au long de ce webinaire et à celles que vous continuerez de poser par la suite. Je passe donc la parole à Pierre. Pierre, c'est à toi. Bienvenue dans ce troisième webinaire qui sera consacré à la notation et au texte. Et on va voir quelles sont les choses importantes à connaître autour de ces deux éléments, et notamment autour des textes, puisque comme vous le savez probablement, Sibelius est capable d'appliquer les textes à la lecture à condition de bien les utiliser. Par exemple, si vous souhaitez que vos cordes jouent en PIDS, eh bien il suffira de lui écrire PIDS au-dessus des notes avec le bon type de texte pour qu'à la lecture, il joue des PIDS. Donc vous voyez que c'est vraiment très important de maîtriser un petit peu cette utilisation. Alors, on va commencer tout de suite avec les textes. Vous voyez que sur ce petit extrait qui s'apparente à un lead sheet, on va d'abord avoir à écrire tout simplement le texte de tempo. Alors, on va dans texte, style de texte, et dans style de texte, on trouve le texte de tempo. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez, je vais cliquer sur le texte de tempo, et mon pointeur devient bleu. Donc la règle dans Sibelius, c'est que si vous ne sélectionnez rien, le pointeur se met en attente de savoir où vous allez mettre l'élément que vous avez sélectionné. Si vous avez sélectionné quelque chose au préalable, eh bien cet élément s'insérera sur la sélection. Donc je vais ici rajouter mon texte de tempo. Vous avez éventuellement, avec le clic droit, un listing de choses qui sont déjà préécrites pour vous. Il se trouve que mon texte n'est pas ici, donc je le tape directement. Vous avez une police qui est directement associée, que vous pouvez bien entendu modifier en haut à gauche. Donc nous ici c'est Fast Swing. Voilà. Et la deuxième indication, que je vais mettre en dessous, c'est noir égale 264. Donc là, pour avoir la noire, je fais un clic droit et je trouve la noire. Vous voyez le raccourci, c'est commande 4. J'écris égal. Bon, ça va dans la portée, mais on réadaptera ça après. 264. Et regardez tout de suite ce qui va se passer à droite, ici, là, dans le transport. Eh bien, le tempo de la lecture va se mettre à jour. Voilà. Donc, je valide. Vous voyez, noir égale 264 directement. Donc, voilà, très important d'utiliser bien les bons textes pour avoir un rendu qui soit optimal. Et en ayant mis Fast Swing tout seul, il comprend qu'il faut jouer ternaire. Voilà, donc avant de lancer la lecture, on va encore rajouter quelques petites choses. Alors, ici, on va passer sur une mesure à 2/4 simplement ici. Donc, j'ai envie d'avoir une mesure à 2/4 uniquement sur cette mesure. Je vais sélectionner la mesure et donc je vais aller dans les éléments de notation. Donc, on va toujours osciller entre texte et notation. Donc, je peux ajouter, vous voyez, depuis le menu notation, je peux ajouter des clés, raccourci Q. Je peux ajouter des armures avec le raccourci K. Signature rythmique avec le raccourci T, et c'est ce que je vais utiliser ici. Donc, T pour time, voilà. Alors, je crois que ma mesure a été désélectionnée, voilà, donc T pour time, et je vais me mettre sur un 2/4 ici, et vous voyez qu'il modifie directement et qu'il ajoute le 2/4. Cette mesure ne me sert plus, donc je fais un commande backspace, la touche delete, voilà, et je supprime la mesure. La réécriture, donc, c'est faite, j'ai bien mon 2/4. Et comme je n'avais sélectionné que cette mesure, vous voyez que le 4/4 revient directement juste après. Deuxième chose, on va rajouter des barres de reprise. Donc, toujours le même principe. Barre de reprise de début. Je n'ai rien sélectionné, il attend de savoir où je vais le mettre. Voilà. Ici. Et ensuite, pareil, je vais tout désélectionner et je vais aller mettre moi-même ma barre de fin de reprise ici. Voilà. Troisième élément qui fait partie de cette boîte, de ce groupe qu'on appelle les lignes. Donc Sibelius est capable d'interpréter les lignes aussi. En revanche, pas les symboles, mais les lignes, oui. On va trouver les boîtes. Les boîtes de reprise de première fois et de deuxième fois. Donc je vais sélectionner au préalable l'endroit où je veux les mettre. Je vais faire un petit commande glisser pour essayer d'être précis. Voilà, je vais mettre la boîte exactement sur cette portion-là. Parce que vous voyez que si vous sélectionnez la mesure, ça déborde un petit peu. Donc, avec un commande glisser,
Voilà. Et je vais aller sur ma boîte de première fois. Alors là, il y a clairement un bug. Donc, je vais procéder autrement. On ouvre les lignes. Voilà. Et je vais mettre ça ici. Et je vais les tirer manuellement. Tant pis. Voilà, cette fois-ci, ça veut bien fonctionner. Voilà, j'ai ma boîte de deuxième fois. Voilà, donc ici, on a bien notre prise, notre boîte de première fois, notre boîte de deuxième fois. Alors maintenant, on va pouvoir lancer la lecture pour voir si tout ça fonctionne bien. Donc, je me mets sur mon demi-soupir et je lance P. Voilà, donc vous voyez que ça marche parfaitement, donc ça permet d'avoir quand même un rendu sonore qui soit optimal. C'est mieux effectivement que de le lire à 100 à la noire, avec quelque chose qui serait pas ternaire et avec les reprises qui seraient pas là. Voilà, ça permet pour avoir une idée qui soit la plus réaliste possible de ce qu'on a écrit. C'est bien d'utiliser les textes pour ce qu'ils savent bien faire, et puis les éléments de notation, effectivement, en les plaçant de la bonne manière. Voilà, donc maintenant, on va revenir sur les textes, mais avant ça, vous avez vu, donc c'est effectivement présenté comme un lead sheet. On va utiliser des slash pour marquer la rythmique. On a souvent ça dans les lead sheets. Donc, pour ça, je vais refaire de la saisie de notes. Donc, vous vous souvenez, pour lancer la saisie, on appuie sur N. Ensuite, on choisit la valeur, en l'occurrence 4 pour la noire. Et puis, je vais écrire, donc, pour faire mes slash, c'est à peu près à la hauteur du Ré en clé de Fa ou du Si en clé de Sol. Donc je vais rentrer des Ré 4 fois. Alors peu importe que ce soit en rouge, ce sont des éléments qui n'apparaîtront pas à l'impression. Donc je sélectionne cette mesure et dans la notation, on va aller ici maintenant dans tête de note et on va changer le type de tête de note. Parmi ces types de tête de note, vous avez grande barre oblique sans amp qui fera parfaitement l'affaire pour nous faire des slash. Ensuite j'appuie sur R pour répéter ça. Voilà, jusqu'à la fin. Ça va très vite. Voilà, donc il y avait une mesure à 2,4 qui s'est glissée au passage. Donc je vais simplement sélectionner celle-là et la répéter 2 fois. Vous voyez, quand je clique dessus, vous n'entendez aucun son. Voilà, avec cette formule de slash. Et maintenant, je vais pouvoir rentrer mes accords. Alors, je vais simplement réespacer un petit peu les choses. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les symboles d'accords, puisqu'on va les mettre au-dessus des slash. Alors, on revient dans les textes. Dans les textes, ici, on va être dans tout ce qui concerne les symboles d'accord. Alors, il y a plusieurs manières de rentrer les symboles d'accord. La première, c'est d'utiliser le raccourci commande K. La deuxième, c'est d'ajouter éventuellement les accords à partir des notes qui sont écrites. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Puis la troisième, c'est tout simplement de les jouer sur votre clavier. Voilà. Donc, on va utiliser la première solution. Donc, je me place ici, je sélectionne cette note-là. Et je vais faire commande K. Et je vais tout simplement taper le texte de mon accord, sans me soucier des majuscules, des minuscules, des bonnes polices. Par exemple, j'ai un si bémol 7, je tape BB7, BB en minuscule et 7, tout simplement, et je fais espace. Et vous voyez, je vais à l'accord suivant et il serait orthographie exactement comme ça. Si vous avez des accords même complexes, voilà, si vous avez un si bémol mineur 7 avec l'ajout de la 13e, vous tapez tout simplement BB7 add 13 et il va directement mettre le add 13 entre parenthèses en exposé. Voilà, il sait faire ça très bien. Voilà, donc deuxième formule, eh bien je joue l'accord sur mon clavier. Vous voyez, le mi bémol 7 s'est affiché directement et puis je continue à avancer comme ça. Donc j'ai à nouveau un si bémol 7. Voilà, etc., etc. Donc vous avez compris, le principe est très simple. Voilà, j'escape. À partir de cette mesure, alors dans ce cas-là, j'ai pas d'accord, donc effectivement, ça va être dur de l'ajouter à partir des notes. Mais simplement pour vous montrer les propositions qui vous seront faites, je clique sur « Ajouter à partir des notes » et vous voyez, vous pouvez choisir d'ajouter les accords sur toute la sélection. Alors en l'occurrence, ça pourrait être sur toute la partition. Donc si vous savez que vous avez un rythme harmonique qui est à la mesure ou à la noire, etc., vous faites vos choix ici et ça peut aller vraiment très vite.
Voilà, donc là, vous avez votre grille qui va s'écrire très rapidement. Une autre chose importante, c'est ce qu'on appelle les repères de répétition. Alors, les repères de répétition, eh bien, ce sont des lettres qui vont vous permettre, lorsque vous répétez avec d'autres personnes, effectivement, d'avoir des repères pour reprendre à un endroit précis. Alors, la particularité de ces repères, c'est que d'office, ils savent se mettre chronologiquement. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez le raccourci, alors vous voyez les repères de répétition sont ici, le raccourci c'est commande R, donc je me mets dans cette mesure par exemple, je vais faire un commande R, vous voyez que la lettre A s'intègre directement au début de la mesure, et si je me mets par exemple ici, et que je refais à nouveau commande R, on aura directement B, etc. etc. Alors la question effectivement qu'on se pose toujours c'est oui mais si j'ai pas envie de mettre B à la suite, ou si j'ai envie de revenir à A par la suite, ou de mettre A', eh bien ça sera à vous effectivement d'aller dans les propositions qui vous sont faites ici. Vous pouvez redémarrer une séquence, par exemple. Ou alors, vous allez pouvoir utiliser, dans les styles de texte, vous allez retrouver le même style de texte. Voilà, qui est en quelque part, voilà, ici. Vous allez retrouver ce style de texte, repère de répétition, que vous allez pouvoir insérer n'importe où. Et là, vous pourrez taper exactement ce que vous avez envie de mettre. Si vous voulez mettre A', par exemple, eh bien, vous pouvez mettre A'. Par contre, si vous utilisez commande R dans la mesure suivante, il est entendu que tout seul, il ne va pas savoir mettre B'. Pour lui, il est toujours sur cette suite logique A, B, C. Voilà. Donc, les textes fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une signification direct dans Sibelius, une compréhension, une logique dans Sibelius, et ils peuvent être aussi utilisés de façon autonome, comme on le fait avec A'. Donc ça, c'est toute la logique de fonctionnement de Sibelius, et ce qui fait, à mon sens, que c'est un éditeur de partition vraiment très performant. Voilà. Pour la suite, on va changer de partition. On va aller sur une partition de quintette à cordes, donc violon 1, violon 2, alto, violoncelle et contrebasse. C'est un extrait de Psycho de Bernard Herrmann. Et on va travailler sur d'autres éléments de notation, donc plus classiques, entre parenthèses. Alors, ici, tout de suite, il va nous falloir ajouter des coups d'archet. Donc, j'ai des coups d'archet à mettre sur plusieurs éléments à la fois. Alors, je vais simplement sélectionner la portion sur laquelle je veux les mettre. Donc ici, on a des tirets sur toutes ces notes-là. Donc, je sélectionne tout ça. Je vais ici dans tout ce qui concerne les articulations. Et j'ai le tiret qui se rajoute sur tout le monde. Je pense que vous aviez compris ça depuis le webinaire sur la saisie. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est d'utiliser les textes. Alors les deux textes les plus importants qu'on utilise souvent en classique, qui sont le texte d'expression et le texte technique. Alors on va aller voir dans les textes un petit peu à quoi ça correspond. Donc ici, le texte d'expression et le texte technique. Le texte d'expression se met en dessous de la portée et le texte technique se met au-dessus de la portée. Ces deux textes sont des textes de portée, donc ils ne sont appliqués uniquement à la portée. Donc vous avez compris que c'est vraiment un truc important. C'est-à-dire que si ici j'écris un texte de nuance, donc je vais le faire tout de suite, je clique sur la note, je fais commande E, expression, voilà. J'ai évidemment avec le clic droit un listing, toujours pareil, de choses que je peux mettre. Alors ici, il y a un texte qui est un sforzando à mettre. Donc, à chaque fois, évidemment, je ne vais pas faire un clic droit et cliquer sur SFZ. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la technique. C'est très simple. Lorsque vous activez commande E, si vous écrivez SFZ en toutes lettres, ça ne s'écrit pas dans la bonne police. Il suffit simplement d'ajouter la touche commande lorsque vous appuyez sur S, F et Z. Donc vous tenez, appuyez tout simplement S, F, Z, voilà, et vous obtenez la bonne police. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. En l'occurrence, ici, c'est, si ma mémoire est bonne, SFF. Voilà. Voilà, et donc ça c'est vraiment très pratique. C'est donc un texte, bien entendu, de portée, et donc ce texte-là sera présent sur cette portée, mais pas sur celle-là. Alors que le texte allegro, lui, sera un texte de système, qui est un texte qui est présent
uniquement à cet endroit-là dans le score, mais qui sera présent sur toutes les autres partitions. Voilà, donc, si on ouvre la partie de violon 1, on trouve bien le sforzando ici, et vous trouvez bien le allegro ici, et si vous ouvrez la partition de violon 2, vous trouvez le allegro toujours ici, mais évidemment pas le sforzando. Alors pourquoi je vous dis ça? Évidemment, vous savez que les nuances sont des textes de portée, mais c'est vraiment très important de bien choisir les textes avec lesquels vous écrivez, puisque après ça a une répercussion sur les parties séparées. Pour ce texte allegro, si vous l'aviez utilisé par exemple, si vous l'aviez écrit avec un texte technique, alors celui qu'on va voir tout de suite, voilà, qui est le texte qu'on va utiliser ici pour écrire des PIDs par exemple, donc commande T comme technique, toujours pareil, clic droit, et je trouve PIDs, où je l'écris moi-même en toutes lettres, voilà. Vous voyez que maintenant, lorsque vous jouez les notes, ici vous avez des PIDs, ok ? Donc j'aurais pu très bien utiliser ce texte-là, par exemple, pour écrire ici, même si c'est pas dans la bonne police. Voilà, j'aurais pu écrire allegro, bien entendu. Voilà, donc vous voyez qu'allegro se place bien sur le score, mais ce texte-là n'apparaîtra pas sur les autres parties, bien entendu. Donc voilà, simplement pour préciser ça, pour être sûr que vous ayez bien saisi tout l'enjeu des textes. Donc je vais revenir en arrière sur mes actions, voilà, pour récupérer le PIDs tel que je l'avais mis. Voilà, donc vous avez compris, ce PIDs va fonctionner à la lecture. Alors, hop, je vais le repositionner. Ah, vous voyez, une chose importante. Voilà, je l'avais mal positionné, et si on fait un petit zoom pour voir ce qui se passe ici, vous voyez qu'il y a une petite flèche qui me dit à quoi est attaché ce mot PIDs. Et donc là, il n'est pas attaché à la bonne note. Là, a priori, c'est celle-là qui va jouer en PIDs. Vous voyez, parce que la flèche n'est pas du bon côté. Donc, il suffit que je fasse descendre un petit peu mon texte. Voilà, et je suis bien sûr que c'est au bon endroit pour avoir les PIDs. Voilà, ça c'est parfait. Donc, vous avez vu deux textes importants. Alors, si vous devez utiliser à d'autres endroits ces nuances ou ce texte de PIDs, vous faites le Alt-click que vous connaissez déjà, on l'a vu dans le webinaire précédent. Donc, si j'ai envie de mettre des PIDs aussi sur ces notes-là, voilà, je fais un Alt-click en ayant préalablement sélectionné le texte. Il se trouve que ici, donc j'ai un sforzando, et puis j'en ai un ici aussi, voilà, donc je vais l'aligner à peu près, ok. Et en fait, ces deux textes-là vont se répercuter sur toutes les portées en dessous. Donc je vais sélectionner ces deux textes. Voilà. Je vais faire un commande C pour mettre dans la mémoire tampon. Et je vais sélectionner toutes les portées sur lesquelles je veux recopier. Et je vais faire un commande V. Et vous voyez qu'ils s'ajoutent tous au même endroit. Et ce qui est très intéressant, notamment sur les scores d'orchestre, c'est qu'ils vont être tous placés verticalement et horizontalement, complètement alignés. Donc ça me fait gagner un temps fou. Alors, ils sont rouges, pourquoi? Eh bien parce que la mise en page magnétique est activée et donc n'accepte aucune collision. Donc voilà, il met ça en rouge pour vous dire, attention, il y a des collisions. C'est vrai que si on regarde de près, on a bien des éléments qui se superposent. Donc on va éviter le problème tout simplement en déplaçant légèrement chacune des portées. Donc vous voyez, pour ce qui concerne les ajouts de dynamique et les ajouts de texte dit technique, eh bien c'est à la fois très pratique à intégrer et très pratique à copier-coller si vous connaissez cette technique. Donc maintenant, on va revenir dans les éléments de notation et on va voir la question des liaisons. Alors, les liaisons, vous les trouvez ici. On va voir ces deux-là qui sont essentielles, les liaisons et les crescendo. Donc ça, c'est des choses aussi que Sibelius est capable d'appliquer à la lecture. Tout comme d'ailleurs le ralenti, l'accélérando, les glisses, les trilles, les octavas, les pédales de piano, tout ça, il connaît. Dans les lignes, il n'y a pas de problème. Alors, la technique pour les liaisons, eh bien, elle est toujours la même. Soit je sélectionne une note et j'appuie sur S, ou je vais cliquer ici, bien entendu, mais le raccourci c'est S, et ça me crée une liaison jusqu'à la note d'à côté. Je vais pouvoir la prolonger en appuyant sur espace. Et je vais pouvoir la rétracter en appuyant sur majuscule espace. Voilà. Ou alors,
je sélectionne les notes sur lesquelles je veux mettre des liaisons, et j'appuie sur S et vous avez une liaison sur l'ensemble des notes sélectionnées. Voilà. En l'occurrence ici, la liaison, elle est 2 notes par 2 notes. Voilà. En revanche ici, on a une liaison sur ces 3 notes, Fa, La, Sol, et ici sur Fa, La, Sol. Voilà. Ensuite, autre point important, les crescendo décrescendo. Donc ici, vous avez 2 petits décrescendo. Alors, pareil, on sélectionne la note. Donc, le raccourci pour crescendo, c'est H. Et espace pour prolonger, ou même technique que tout à l'heure, hein, on sélectionne la portion sur laquelle on veut mettre un crescendo ou un décrescendo et on appuie sur H. Et le raccourci pour décrescendo, c'est majuscule H. Voilà, donc on a bien notre décrescendo. Et ici, à nouveau, un décrescendo. Alors, ça s'en mêle un petit peu avec le pitch, donc il faut que je réespace un petit peu. Voilà, donc, après, évidemment, si vous voulez redimensionner vos éléments, vous pouvez le faire aussi, bien entendu, manuellement. Voilà, donc là, on a vu les éléments essentiels, les nuances. Alors, vous voyez que les nuances sont de 2 types, soit elles appartiennent au texte, dans le cas des nuances écrites de cette manière-là, forte, mezzo forte, piano, etc. Soit les nuances appartiennent aux lignes, dans le cas effectivement où elles ressemblent à des lignes. Hein, et elles sont interprétées à la lecture dans les 2 cas. Au niveau des textes, vous avez aussi le texte donc, technique qui va vous permettre notamment de rajouter des éléments de jeu, particulièrement effectivement dans le cas des cordes. Hein, voilà, c'est très utilisé. Alors, petite précision pour les cordes, tant que vous n'écrivez pas arco, il jouera en PIDS. Hein, donc il ne faut pas oublier à un moment de rebasculer en arco si vous voulez que l'instrumentiste reprenne son archet pour jouer à l'archet. Voilà. Alors, on va passer à une dernière partition. Je vais quand même vous la faire écouter celle-là, au préalable. Voilà, vous connaissez tout ça, donc vous avez vu que les nuances ont été appliquées. Les textes techniques avec les pistes ont été appliqués. On entend bien aussi le phrasé lié avec un piqué derrière. Et on entend bien aussi les décrescendo. Maintenant, on va parler d'une chose importante, c'est la notion des paroles. Alors, on va aller dans une autre partition, Purple Rain de Prince, et on va ajouter les paroles à ce texte préexistant. Dans ce cas-là, on est dans la formule des partitions qu'on trouve souvent dans les livres de relevés de partitions pop. Hein. Donc on est dans une configuration avec souvent un piano, la partie de voix, la partie chantée, les paroles et les accords. Et souvent on a les tablatures de guitare. Alors ici, on va rajouter les tablatures de guitare. Je vais vous montrer le petit truc pour ça. Donc on va utiliser les filtres pour filtrer tout simplement les symboles d'accord. Voilà, donc effectivement, je n'avais pas sélectionné au préalable l'endroit où je voulais sélectionner les symboles d'accord, donc il m'a proposé de le faire sur toute la partition. Voilà, et dans les éléments de notation, de texte, pardon, je vais lui demander d'ajouter et supprimer le diagramme d'accord, donc en l'occurrence pour moi d'ajouter. Voilà, et vous voyez que vous avez la tablature de guitare directement. Alors, pour les tablatures de guitare, vous avez possibilité de changer, vous voyez, les positions des accords en fonction de vos besoins. Vous pouvez créer les vôtres, etc., etc. Voilà, donc on a une partition qui ressemble vraiment aux partitions qu'on trouve dans le commerce de ce genre-là en général. Alors, on va voir la stratégie pour ajouter les paroles. Donc, pour ajouter les paroles, eh bien, ici, vous avez la boîte consacrée aux paroles. Donc, vous trouvez les paroles de refrain, les paroles de ligne 1, de ligne 2, etc. Hein. Donc nous, on va utiliser les paroles de ligne 1, commande L. On se met sur la note sur laquelle on débute et on fait un commande L. Alors la stratégie pour rentrer les paroles, elle est simple. On tape le texte et on fait espace lorsqu'on veut aller à la note suivante. Donc, I never mean to cause you any sorrow. Never, c'est le même mot qui va être sur 2 notes. Donc on a pour habitude de taper la première syllabe et de mettre un tiret pour séparer. Et donc Sibelius, c'est d'office qui doit aller à la note suivante. Never.
Ensuite, je passe au mot suivant, donc je fais espace. Vous voyez que tout serait espace. Mint, c'est le même mot. Sur une seule note, voilà. To, espace. Cause, you, et ni, sorrow. Donc so, espace. Je vais mettre sorrow. Voilà. On va voir quand même une autre stratégie qui est beaucoup plus rapide, c'est le copier-coller de texte depuis tout simplement un fichier Word, voilà, ou ce genre de choses. Donc j'ai rentré le texte dans TextEdit au préalable. Vous voyez, à partir de là, donc j'ai tapé la première phrase. Je vais faire un commande C pour le mettre en mémoire tampon. Voilà. Et ici, je vais me placer sur la première note. Je fais un commande L et je vais faire un commande V. Et il va, Sibelius, c'est tout seul découper les mots. Vous voyez, I, never, mint, to, cause, you, any, pain. Et il passe à la suite. Commande V à chaque fois pour avancer de note en note. Alors, il arrive évidemment qu'il y ait des erreurs que vous pouvez modifier au fur et à mesure, bien entendu. I only wanted to one time see you laughing. Only want to see you laughing in the purple rain. Et donc après, effectivement, tout le monde connaît le refrain. Ah, excusez-moi, j'ai quitté le mode d'écriture. Voilà. Purple rain. Donc il tient sur les deux notes. Je fais espace. Espace. Et rain. Voilà. Et vous voyez que comme ça, très rapidement, on peut écrire des paroles sur une partition. On peut même récupérer, bien entendu, les paroles depuis Internet, faire un commande C et au fur et à mesure coller les paroles. On peut aussi le faire depuis un fichier texte. Sachez qu'en général, il faut utiliser du texte simple. Donc si vous faites ça depuis Word ou depuis TextEdit, il faudra avoir pour TextEdit du point .txt. Et dans Word, il faudra sauvegarder en texte simple. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu le fonctionnement des textes. N'oubliez pas que lorsque vous voulez aller plus loin dans la création de styles de texte ou dans la modification de comportements préétablis de Sibelius, vous avez ces petits éditeurs qui vous permettent de rentrer voilà, ici dans l'édition, la création de nouveaux styles de texte, donc qui vous permettent d'aller encore plus loin. Mais déjà, avec tout ce qu'on a vu, je pense qu'on peut couvrir quand même une utilisation assez généraliste des textes et des notations. Donc maintenant, rendez-vous pour vos questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Alors la première question, comment différencier les textes de portée et donc les textes de système? Alors c'est vrai que dans Sibelius, c'est toujours un petit peu compliqué de faire la différence puisque dans le panneau texte, il y a énormément de textes et effectivement à côté, il n'y a pas écrit texte de portée ou texte de système. Donc je vais vous donner un petit truc pour pouvoir faire ça assez facilement. Alors on va se mettre en recopie d'écran pour que vous voyez Sibelius. Donc le système est simple, c'est de faire tout simplement un clic droit dans une partie blanche de la partition. Et en fait ici, on retrouve le menu tel qu'il était dans Sibelius 6. Donc dans les textes ici, vous trouvez un système donc, de menu déroulant à nouveau qui permet de séparer tout ce qui est de l'ordre de la portée. Donc ici vous avez texte, expression, technique, parole et autres textes de portée. Donc ça c'est tout ce qui concerne la portée. Et en dessous, vous avez tout ce qui concerne les systèmes. Voilà, si vous avez un doute, parce que c'est vrai que quand on est dans texte ici et qu'on ouvre tous les styles de texte, là, franchement, à moins de le savoir soi-même qu'effectivement, a priori, l'indication métronomique, c'est un système, bien entendu, mais certaines fois, on a des doutes. Donc, le plus simple, c'est de faire un clic droit. Sache que vous pouvez aussi ajouter pas mal de choses depuis là. C'est l'ancien menu insertion de Sibelius.
Alors, il y a peut-être une autre question. Alors, autre question. Comment utilise-t-on les symboles? Alors, comme je le disais tout à l'heure dans le webinaire, la particularité des symboles, c'est que ils n'ont pas de signification pour Sibelius. En tout cas, ils n'ont pas de signification à la lecture. Donc, on les utilise comme des objets qu'on peut tout simplement coller à l'endroit où on veut. Donc, le principe de fonctionnement est toujours le même, hein. Donc, je vais rentrer simplement une note, voilà, rapidement. Donc, soit on n'a rien de sélectionné, auquel cas, donc, on va ici, voilà, dans les symboles. Donc, pas mes symboles. Je vais essayer d'étirer un petit peu. Voilà. Les voici. Les symboles, donc, hop, pardon. Les symboles sont ici, donc il y en a énormément, donc le système est simple. Soit je n'ai rien de sélectionné, auquel cas, je sélectionne ce que je veux insérer dans la partition et je clique à l'endroit où je veux insérer. Voilà. Ou bien je sélectionne la note en question sur laquelle je vais insérer le symbole. Et par exemple, si je compéto sur celle-ci, ça s'insère au-dessus. Sachez simplement que dans le cas où j'utilise ce symbole coda, lorsque Sibelius va lire la partition, pour lui, ce symbole ne voudra rien dire. Ne voudra rien dire. Je vous rappelle donc qu'à ce moment-là, il faut utiliser le texte qui s'appelle reprise. Alors, on va le faire avec le droit. Texte, autre texte de système, reprise. Et dans ce texte, lorsque vous l'insérez en faisant un clic droit, on retrouve le symbole de coda. Et dans ces cas-là, il saura interpréter la coda. Voilà. Question suivante. Alors la question suivante, c'est peut-on créer ses propres têtes de notes ou symboles? Alors effectivement, oui, on peut créer ses propres têtes de notes et ses symboles. Dans les deux cas, il faudra passer par les symboles. Donc, euh, on va tout simplement créer un symbole à partir d'un fichier préexistant, souvent des points PNG. Hein. Donc voilà, dans les symboles, on va utiliser l'éditeur ici, qui ne s'ouvre pas. Je suis dans l'outil. Voilà. Et dans Nouveau, ici, on a la possibilité de créer un symbole à partir d'une image. Voilà, donc on peut faire tout à fait une capture d'écran, utiliser un petit logiciel comme Aperçu, par exemple, qui permet de détourer, hein, parce que c'est important de détourer le symbole en question, sinon il va recouvrir les lignes de la portée. Donc à partir de ça, on peut importer n'importe quelle image, ou utiliser éventuellement, bien entendu, les caractères qui vous sont proposés dessous, et créer un symbole. On va pouvoir le replacer, le redimensionner ici. Et donc par la suite, si on veut utiliser ce symbole pour une tête de note, par exemple, eh bien, on va devoir créer une nouvelle tête de note. Donc voilà, éditer par exemple ces têtes de note. Et on va pouvoir ici changer de symbole pour la tête de note et on retrouvera le symbole qu'on aura créé via les symboles. Donc voilà, la hiérarchie de la chose est comme ça, c'est-à-dire que pour créer une tête de note nouvelle, on passe par les symboles, on crée un nouveau symbole et on utilise ce symbole pour le mettre sur une tête de note. Voilà, tout simplement. Une autre question. Alors, comment fonctionne l'éditeur pour les textes? Eh bien, j'en ai parlé un petit peu en fin de webinaire. C'est toujours les éditeurs, hein, c'est toujours les petites flèches que vous voyez sur le bas des groupes, des petites boîtes. C'est grâce à ça que vous pouvez modifier les textes préexistants. Donc, en général, la modification des textes se fait toujours à partir d'un texte préexistant. Donc, le plus simple, si vous voulez le modifier ou en créer un nouveau, bon, c'est de l'utiliser. Alors, par exemple, on va mettre un texte, le texte technique, donc commande T. Donc, je vais mettre PIDS, comme on a vu tout à l'heure, voilà.
Donc si je veux modifier et avoir un texte qui soit différent mais qui ait les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un texte qui par exemple se positionne au-dessus de la portée, je le sélectionne et lorsque je vais donc dans les textes, sur cette petite flèche, voilà, directement parmi les styles de texte, le texte technique est sélectionné. Donc ça m'évite d'avoir à le chercher dans la liste, mais bon, voilà, vous pouvez évidemment choisir vos textes à partir desquels vous voulez travailler et que vous voulez modifier pour ensuite créer un nouveau style de texte ou alors la manip est toujours la même. Soit on édite un style de texte existant pour en modifier le comportement, ou alors on en crée un nouveau avec les mêmes caractéristiques que celui qui est sélectionné dans la colonne de gauche. Une autre question? Où peut-on modifier l'écriture des symboles d'accord? Ah oui, c'est vrai. Donc ça, le principe, c'est vrai qu'il y a une écriture standard qui convient pas à tout le monde. Hein, donc vous avez la possibilité vous avez deux possibilités de modifier les écritures standards. Donc la première, ici, voilà, ça va être d'aller effectivement dans les symboles d'accord. Et vous allez pouvoir choisir éventuellement ici d'éditer les types de suffixes. Voilà. S'il y en a parmi vous qui préfèrent utiliser le delta pour le majeur 7, par exemple, eh bien c'est ici voilà, que vous allez pouvoir choisir d'orthographier différemment vos textes. Donc ça, c'est le premier point. Donc toujours pareil, hein, effectivement, symbole d'accord. Ici, la petite flèche qui nous permet de rentrer dans l'éditeur pour modifier. On voit aussi qu'on peut modifier les tablatures de guitare, les positionnements et l'orthographe de certains accords. Et la deuxième chose, c'est dans les règles de gravure que ça se passe. Donc vous savez, les règles de gravure, c'est ce qui permet de modifier le comportement par défaut de Sibelius, la manière dont il positionne les objets, dont il orthographie les différents textes. Et ici, dans symbole d'accord, voilà, vous pouvez choisir d'orthographier différemment les accords. Et pour ceux qui utilisent, pour certains instruments, je pense à l'accordéon par exemple, qui utilisent une écriture en français et non pas avec le système anglo-saxon, puisque là c'est juste une traduction, hein, mais on conserve le C pour Do. Il suffit ici, et bien voilà, d'utiliser la notation en mode solfège do ré mi pour avoir Do majeur au lieu de CM. Ou de C tout court d'ailleurs. Voilà, une autre question. Ah, peut-on changer d'armure sur un instrument et pas sur les autres? Et oui, Sibelius permet ça. On peut tout à fait changer dans le cas d'un morceau polytonal, par exemple, ou pour avoir peut-être une portée comme un A défaut qu'on écrirait au-dessus pour un instrument transpositeur ou ce genre de choses. Voilà, il y a pas mal d'applications possibles. On peut faire ça. Donc, on va ouvrir tout simplement le changement de cas et on trouve davantage. Voilà, et vous avez la tonalité qui vous permet de modifier la tonalité dans laquelle vous voulez aller ici, donc sol majeur, et ça ne sera modifié que sur la portée que vous aurez préalablement sélectionnée ici. Donc dans notre cas, on n'a qu'une seule portée, donc voilà, ça ne changera rien, mais prenez soin de changer ici, de sélectionner ici la portée concernée. Dans davantage d'options, on sélectionne la tonalité vers laquelle on veut aller. On coche une seule portée et la modification portée uniquement sur la portée sélectionnée. Alors la question suivante porte voilà, sur la barre de reprise. Pour supprimer la barre de reprise, c'est tout simple. On la sélectionne et on clique sur la touche Backspace, Delete, et elle est supprimée directement. C'est un objet qui vient en surimpression de la barre de mesure existante. Donc si vous la sélectionnez et vous la supprimez, eh bien, la barre de mesure réapparaîtra. C'est comme ça d'ailleurs pour tous les changements de barre de mesure. Même si on met une barre de mesure invisible, eh bien, il faudra la sélectionner, la supprimer et la barre de mesure par défaut. Alors la question suivante, c'est y a-t-il un texte qui permet d'indiquer de jouer ternaire? Eh bien, alors, il y a plusieurs manières pour ça. Il y a un texte qui s'appelle modulation métrique parmi les styles de texte. Et puis il y a aussi une manière très simple de le faire, eh bien, c'est d'utiliser le mot swing. Simplement en mettant le mot swing, d'office, quand vous lancez la lecture, Sibelius va opérer un jeu ternaire. Donc, alors, on va avoir peut-être deux manips pour faire ça. Donc,
La première, c'est d'aller dans les textes, dans les styles de texte, et ici, il y en a un qui s'appelle modulation métrique. Et ici, donc, on a le 2 croches égale noir croche en triolet. Donc voilà, on va avoir un jeu qui va être ternarisé. Et on peut aussi utiliser le texte, voilà, tempo, et écrire swing. Et donc là, on aura une interprétation qui sera ternaire directement. Si vous voulez simplement avoir le jeu qui soit swing et ne pas faire apparaître pour différentes raisons ce texte-là, avec un clic droit, on reparlera de ça dans le webinaire prochain plus en détail, mais on a l'option masquer ou afficher qui nous permet de masquer le texte. Le raccourci, c'est commande majuscule H comme hide. Et vous verrez qu'on utilise énormément ça. Ça nous permet effectivement que cette indication de swing soit appliquée, mais sans qu'elle apparaisse sur le score. Et on est souvent obligé d'utiliser ce subterfuge pour arriver à nos fins dans Sibelius. C'est assez courant et ça marche très bien. Voilà. Question suivante. Comment faire apparaître les symboles d'accord sur certaines parties et pas sur d'autres? Alors bah oui, ça relève de la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on a, en fait, le texte de symbole d'accord est un texte exclusivement de portée. C'est pas un texte de système. Donc c'est vrai que dans une partition standard, on va avoir envie d'avoir les indications d'accord qui vont être au-dessus du système. Et si on fait ça, eh bien, lorsqu'on va aller dans les parties séparées, on aura le texte de symbole d'accord sur la portée du haut, mais on ne le retrouvera pas sur les autres. Alors le système est simple. On va prendre, ici on va rajouter un deuxième instrument, porter vers le haut. Voilà, donc si je mets un symbole d'accord ici, donc commande K, je vais écrire un Ré, voilà, c'est ça, voilà, donc vous avez votre accord de Ré, donc il apparaît bien ici, mais si je vais dans la portée de piano, il n'apparaît pas dans la portée de piano. Alors la seule chose que je puisse faire dans ces cas-là, c'est tout simplement de faire un copier-coller de ce texte, donc je vais ici, donc je remarque, commande K, et je mets un, pardon, commande K, un Ré, voilà, pareil. Et je vais être obligé de masquer celui-là. Donc, dans ici, masquer ou afficher, on a affiché dans le conducteur, affiché dans les parties. Donc, si je fais afficher dans les parties, par défaut, il se masque dans le conducteur. Et donc, quand je vais aller dans mon piano, je retrouve bien ici, dans sa partie à lui, l'indication d'accord. Ça, c'est exactement ce que je souhaite, mais il n'y a pas d'autre solution. Il existe sur un site qui s'appelle The Writing Score, je crois, quelqu'un qui a développé un plugin spécifique pour ça, parce qu'il y a pas mal d'extensions qui sont disponibles euh, dans Sibelius, hein, que vous avez d'ailleurs dans le menu fichier ici, extensions, installer les extensions, prenez le temps d'aller jeter un œil, il y a vraiment beaucoup de choses pour plein d'instruments spécifiquement, ou pour faciliter la tâche dans certains cas. Mais celui dont je vous parle, c'est un plugin payant, je crois, voilà, sur le site thewritingscore.com. Donc, on n'a pas d'autre solution que de procéder comme ça. Donc, c'est pas grave, hein, puisque ça, de toute façon, ça n'apparaîtra pas à l'impression. Donc, on est obligé de cacher. Alors, c'est vrai que il y a des solutions pour aller plus vite, hein. Une fois que vous avez rentré votre grille ici, vous pouvez bien sûr, depuis Accueil, utiliser les filtres. Dans les filtres, vous pouvez sélectionner les symboles d'accord. Donc, évidemment, voilà, il faut sélectionner la portion sur laquelle les symboles d'accord en question. Et donc, une fois que vous les avez sélectionnés, vous faites ensuite un Alt-clic à l'endroit où vous voulez les dupliquer. Voilà, et après, ils seront à nouveau sélectionnés et vous pourrez les masquer. C'est un travail qu'on peut faire vraiment en fin de partie. Une autre question qui sera, je crois, peut-être la dernière. Peut-on choisir sur quelle portée se placent les textes de système comme le tempo par exemple? Alors oui, on va voir un exemple concret. C'est vrai que normalement, les textes de système se positionnent. D'ailleurs, vous voyez ici un très bon exemple. On va le refaire. Donc, je vais mettre
sur le Ré. Voilà, donc à nouveau un texte de tempo. Présent, Adagio. Donc vous voyez qu'Adagio, d'office, s'est positionné à la fois au-dessus du piano et au-dessus de la portée solo, la portée instrument. Ça, c'est vrai que c'est le comportement habituel, même dans l'orchestre, en général, on retrouve l'adagio, par exemple, si on a mis ça comme indication de tempo, on le retrouve en haut du score et souvent on le retrouve en haut des parties de cordes. Donc on peut modifier ça. Par défaut, si on a une réduction de piano aussi, on le retrouvera aussi au-dessus. On peut modifier ça dans la présentation. Donc la présentation, c'est vraiment la manière dont sont organisées les choses au sein du score dans leur présentation définitive. Donc ici, on a position d'objet système. Et dans position d'objet système, on peut choisir où vont se positionner justement ces textes ou ces objets de système. Donc, vous voyez qu'ici, on est positionné sur la name staff, donc la portée seule d'instrument, et au-dessus de la portée du. Si je décoche celle-là, normalement, je devrais récupérer voilà, un affichage comme ça. Je vais simplement revenir en arrière pour vous donner quand même une petite information qui me semble importante, c'est que si je supprime le texte depuis, c'est-à-dire le texte de base, la matrice ici, voilà, je supprime les deux. En revanche, je peux supprimer uniquement celui du bas sans supprimer celui du haut. Celui qui est le texte principal, c'est celui que j'ai rentré manuellement au tout début. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Jean-Louis Hennequin qui va vous expliquer un petit peu plus en détail le contenu, les dates de la formation chez Apax Design, puisqu'il y aura une formation sur Sibelius début juillet, et donc il va vous expliquer la procédure à suivre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire. Bonjour à tous, donc merci d'être avec nous pour le webinaire. Donc vous savez que en tant qu'intermittent du spectacle ou en tant que auteur SACEM, compositeur, vous avez droit à de la formation. Donc les formations Sibelius, on les propose chez Apax Designs dans le cadre du programme officiel AVID, donc qui mène à une certification. La certification Sibelius, Apax Design est le seul centre en France à la proposer. C'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreux compositeurs français ou américains travaillent avec Sibelius. Hein. C'est le cas d'Alexandre Desplat, c'est le cas de pas mal d'autres. Et donc, c'est vrai que dans l'optique de travailler professionnellement dans la transcription, une certification, c'est un véritable atout. Et comme Sibelius est le seul logiciel de ce genre qui propose ce genre de choses, c'est vrai qu'une formation peut vraiment avoir de l'intérêt à partir du moment où on va pouvoir décrocher une certification à la fin. Alors, il y a, vous voyez ici dans la petite colonne de droite, les formations conventionnées AFDAS. Alors, conventionnées AFDAS, ça ne veut pas dire que si elles ne sont pas conventionnées AFDAS, vous n'avez pas droit au financement. Hein. Conventionnées AFDAS, ça veut simplement dire que c'est un budget préalloué par l'AFDAS et que donc il suffit de faire une demande pour avoir le financement à partir du moment où on est éligible. Il se trouve que sur la formation du mois de juillet, il n'y a pas de conventionnement pour les intermittents, mais ça n'empêche pas du tout de faire une demande de dossier individuel. Hein. Sachez simplement qu'il faut respecter un délai minimum de 1 mois avant la formation. C'est vraiment le minimum pour déposer son dossier. Donc vraiment important d'avoir bien ça en tête, hein, puisque là c'est très très regardante là-dessus maintenant. Et je vous conseille également, puisque la formation va être en tout début juillet, de faire votre demande de formation finalement assez tôt, puisque ce sera pris en compte par ordre d'arrivée à l'AFDAS maintenant, puisqu'ils gèrent leur budget trimestriellement. Donc la prochaine formation va être au mois de juillet, début juillet. Elle dure 5 jours. Donc c'est assez intensif, hein, évidemment, mais je pense que c'est vraiment l'occasion d'abord d'avoir Pierre à disposition, qui pourra répondre aux questions en direct et vraiment être sur des problématiques de chacun. Donc ça, c'est vraiment important. Donc vous pouvez vous faire une petite idée du programme de la formation. Je vous donne un léger aperçu ici en déroulé, mais vous pouvez tout à fait le télécharger. Hein. Vous avez 2 documents ici dans la petite boîte qui est à droite avec marqué fichier. Si vous cliquez sur les documents, vous pouvez télécharger ces fichiers. Donc ça ne va pas vous empêcher d'écouter ce que je vous raconte.
Bon, le menu est assez copieux. La formation est très très extensive et bon, elle correspond vraiment à des besoins professionnels, hein, évidemment. Il ne s'agit pas du tout alors il y a une initiation bien sûr, hein, parce que forcément il y a toujours un moment dans lequel on doit s'assurer que tout le monde a les compétences de base pour pouvoir avancer dans les choses plus avancées. Mais c'est vrai que pour sortir de la formation, vous serez capable de retranscrire n'importe quel style de musique, hein. Vous voyez que là on est sur jazz, musique actuelle, la composition à l'image, etc., etc. Donc tout ça est abordé avec des exercices pratiques, des partitions professionnelles, des choses que vous allez créer de zéro, des choses que vous allez remettre en page, des choses dont vous allez vraiment tirer la quintessence, hein. Donc ça, c'est vraiment important. J'espère que vous avez téléchargé tout ça. Éventuellement, vous pouvez vous rendre sur le site de Apax Designs après, que je remontre rapidement, hein, ce site dont l'adresse est apaxdesigns.com, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et donc ce webinaire était le troisième d'une série de 4. Le quatrième aura lieu le 12 mai prochain. Donc vous recevrez évidemment une petite invitation comme d'habitude puisque vous êtes déjà venu une première fois. Donc je vous invite à revenir toujours plus nombreux pour voir la fin de cette petite série de webinaires. Tout ça est revisible sur notre channel YouTube, hein, le channel YouTube qui s'appelle Apax Designs. Donc vous allez recevoir forcément le lien à l'issue de ce webinaire. Donc le webinaire sera revisualisable en ligne d'ici à peu près 2 ou 3 jours, donc plutôt en début de semaine. Et par contre, évidemment, ce que je vous demande comme à l'habitude, c'est de bien vouloir remplir notre petit formulaire d'évaluation en fin de webinaire, puisque maintenant on arrive à l'issue de ce webinaire. Vous allez être redirigé directement, normalement, ou alors vous aurez un message sur votre écran qui vous donnera le lien. C'est important pour nous vis-à-vis de la SACEM, vis-à-vis de notre action auprès de vous, de savoir ce que vous en avez pensé et éventuellement vos suggestions d'amélioration. Voilà. Et profitez-en aussi si vous avez envie de faire une demande de financement pour un stage. Profitez-en, c'est le bon moment. On est à la mi-avril, la formation elle est début juillet. On peut tout à fait faire la demande maintenant puisque l'AFDAS accepte les demandes pour des formations jusqu'à 6 mois à l'avance, hein. Elles ne seront pas forcément traitées tout de suite, mais en tout cas, c'est ça qui va se passer. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie et au 12 mai, je l'espère,